Je vais donner la parole à Ikra, Nat et Ellen. Salut à tous. Merci beaucoup. Je m'appelle Nat Paul. Je suis le directeur de l'éducation pour l'Association canadienne des libertés civiles, ce qui veut dire que je suis le directeur du volet éducation que l'on appelle Fondation canadienne pour l'éducation en matière de libertés civiles. Je voudrais commencer en remerciant Debbie et Tam et Tania, ainsi que toutes les autres personnes à Okassi qui nous ont invités et inclus dans l'événement de ce jour. Nous étions très heureux d'entendre parler de ce programme pour cheminement vers la citoyenneté active et nous étions déçus parce que nous avons entendu parler de ce programme juste vers la fin, parce que nous aurons bien voulu travailler ensemble avant la conclusion du programme. Mais ce n'est jamais trop tard. Alors, nous sommes très emballés d'avoir l'occasion d'être ici. Je vais commencer en partageant mon écran. Je vais aussi dire, donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai du mal. J'oublie toujours comment partager mon écran lorsque je dois le faire. Est-ce que vous voyez mon document PowerPoint? Oui, merci. Alors, je dois juste reculer ces barres pour arriver à l'endroit que je veux. Alors, nous y voilà. Alors, je pense aussi que je devrais commencer en disant que j'ai, j'ai commencé à travailler avec les nouveaux arrivants en tant que débutant, mais comme quelqu'un qui est très heureux de le faire, c'est parce que la Fondation canadienne pour l'éducation en matière de liberté civile est très investie dans la promotion des valeurs de démocratie et nous voulons nous assurer que le gouvernement et les autorités puissent faire ce qu'ils ont à faire. Et nous travaillons sur l'engagement public. Lorsque vous pensez à l'éducation, ce n'est pas exactement ce que nous faisons. Lorsque vous pensez à nous, vous pensez au travail des plaidoyers et des travaux dans la sphère dans l'espace judiciaire. Très souvent, nous allons dans la communauté, nous parlons aux gens, nous parlons de leurs droits et nous parlons de ce qui arrive lorsque les droits ne sont pas respectés. Alors, ce n'est et le fait que nous parlons des problèmes des nouveaux arrivants au Canada dans cette ère précaire n'est pas un accident. Plusieurs gouvernements sont en train d'essayer de restreindre et empiéter les droits des personnes et nous essayons de clarifier des procédures judiciaires. Nous savons que lorsque ces processus juridiques ne sont pas clairs, et ces processus deviennent plus difficiles pour les personnes. Et cela mène à la question suivante. Est-ce que ces types, est-ce que ces institutions, le système judiciaire, respectent et honorent sa promesse? Alors, lorsque nous sommes, alors que nous sommes invités à prendre la parole dans cette communauté des pratiques, je pense que c'est important pour nous d'être honnêtes par rapport au système judiciaire. J'espère que nous pourrons parler de défis et des frustrations auxquelles sont confrontées des personnes qui vivent ces situations. Et nous allons parler des problèmes que les gens ont partagés avec nous lorsque nous sommes allés vers eux. Je veux parler de mon organisation, ce que nous faisons. Après cela, je vais donner la parole à Hélène et Heifer de Clio et ils vont parler du travail excellent et exemplaire qu'ils font. Je vais commencer avec un concept principal. Alors, je vais parler de l'organisation. Pour ceux et celles qui ne savent pas, CCLA, la Fondation canadienne pour l'éducation en matière de liberté civile, c'est
c'est une organisation à but non lucratif. Nous ne faisons pas partie du gouvernement. Nous sommes non partisans et tout cela est important parce que nous ne recevons pas de financement pour le travail de plaidoyer que nous faisons. Nous utilisons les dons et une grande partie de ce que nous faisons, c'est que nous entraînons le gouvernement en justice, surtout quand les gouvernements mènent des actions ou adoptent des lois qui vont à l'encontre de droits, surtout les activités qui vont à l'encontre des droits canadiens de liberté civile. Nous essayons de respecter les lois et nous essayons d'utiliser les lois pour nous assurer que le gouvernement respecte ses obligations. Alors, il y a du travail de plaidoyer que nous faisons. Plusieurs choses que nous faisons concernent les droits des personnes étrangères dans les écoles, les initiatives, la confidentialité, les réformes de projets de loi dans le système judiciaire. Et nous travaillons aussi sur les questions des libertés et de l'expression religieuse au Canada. Vous voyez dans cette composante de travail concerne notre plaidoyer concernant l'éducation. Nous allons dans les salles des classes. Nous travaillons dans des classes où il y a des cours de droit, des cours de l'éducation civique. Nous travaillons avec des personnes pour déterminer comment présenter les cours de droit afin d'entamer les discussions difficiles. Et si nous voyons des chiffres alors, nous contactons environ 8500 personnes l'année. Nous attardons surtout sur les nouveaux arrivants. 10% du travail que nous avons fait en 2024 était du travail effectué avec des nouveaux arrivants. J'aimerais une fois de plus vous donner les bases. Et c'est quelque chose qui nous frustre parce que à l'extérieur de de l'éducation publique, et l'éducation communautaire, cette question n'est pas toujours abordée. J'ai travaillé très longtemps sur la capacité légale. J'ai travaillé sur cette question lorsque je travaillais dans le réseau ontarien de justice. Plusieurs personnes n'ont pas entendu parler de la capacité judiciaire. C'est comme l'éducation judiciaire. La plupart des personnes, à un moment donné, vont devoir faire face au système judiciaire. Et la plupart des personnes qui font face aux problèmes de justice vont réussir dans leur process si elles comprennent le système judiciaire. Alors, l'idée ici, c'est de savoir comment les personnes peuvent aborder les questions et les problèmes judiciaires. Et parfois, les problèmes sont urgents et requièrent des actions urgentes. Et cela peut être dans le contexte de l'immigration. Il y a des personnes qui ne comprennent pas leurs droits par rapport à leurs bailleurs. Il y a des bailleurs qui vont vouloir accéder dans votre logement loué sans votre permission il y a des situations où un bailleur voudrait peut-être changer la température de votre logement. Et il y a aussi des choses qui sont moins importantes. Par exemple, comment travailler pour avoir un changement dans votre communauté. C'est très important de considérer cette idée de la communauté de pratique pour partager les connaissances parce que c'est ainsi que nous allons avancer dans nos activités. Tout le monde qui travaille dans ce secteur travaille avec un budget très limité. Alors, c'est très important pour nous d'être en mesure de collaborer et de partager des ressources. Nous pouvons, nous travaillons sur l'amélioration de la communauté, sur l'organisation de manifestations. Il faudrait que les gens se sentent à l'aise. Alors, nous abordons plusieurs questions. Par exemple, de quoi ai-je besoin pour mener ma vie? Comment est-ce commencer à entamer les gros projets et m'engager avec la communauté dans le cadre de la démocratie? Je pense que
ces choses concernent la capacité judiciaire. Et selon nous, ce sont des formes de citoyenneté active qui sont légitimes, peu importe leur ampleur. Alors, il faudrait que nous soyons engagés pour avoir un impact dans la société. Nous voulons avoir la participation de nouveaux arrivants pour améliorer la participation civique. Il faudrait que les gens comprennent les opportunités qu'ils ont pour avoir ces impacts. Nous voulons que les gens se sentent à l'aise pour ce faire. Cela aide à renforcer les communautés plus fortes et plus démocratiques. Nous voulons que les gens puissent connaître leurs droits et les gens puissent s'approprier de leurs droits pour jouer les rôles actifs dans la communauté. Nous avons travaillé en 2024 et nous avons réussi et nous avons travaillé avec 27 organisations et nous avons organisé 44 ateliers. Nous avons été très actifs en Ontario, mais en tant qu'organisation nationale, nous avons travaillé en Nouvelle-Écosse, au Québec et en Alberta. Alors, nous avons eu des bons commentaires. Notre discours a été approprié et accepté. Et je puis dire que nous apprenons au fur et à mesure. J'ai un collègue en particulier, Winnie Harker, qui a travaillé très fort pour constamment améliorer les activités et avoir des réactions par rapport aux choses que nous faisons. Nous avons eu de bons retours et de bonnes réactions. Généralement, les gens ont été très engagés et le contenu était très pertinent. Et très souvent, les gens revenaient. Et nous avons eu les réactions des organisations et des agences partenaires. Les gens ont toujours entendu parler des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Maintenant, nous leur disons ce qu'ils peuvent faire et l'on comprend que l'on passe d'un environnement de droit à un autre et c'est utile pour des personnes alors qu'elles essayent de s'adapter aux nouvelles communautés. En termes, alors concernant le contenu, je vais vous expliquer ce que nous avons fait et je dirais aussi que je suis très heureux de me prononcer devant et pour ces agences. Et nous apprenons au fur et à mesure que nous avançons et nous apprenons ensemble. Si vous êtes intéressés, nous voulons travailler avec, nous avons la capacité de faire le tour de l'Ontario. Nous avons aussi la possibilité d'avoir des ateliers virtuels. Nous voulons vous contacter et nous mettre en partenariat avec les bonnes organisations qui font du bon travail. Alors, selon mon expérience, la plupart des personnes, peu importe comment, peu importe combien de temps elles ont été au Canada, ne comprennent pas très bien le système judiciaire au Canada. Nous faisons la différence entre les droits et de, de la Charte de droits et des libertés qui, et nous, il y a aussi les organisations provinciales et les contextes où ces environnements judiciaires sont appliqués. Alors, nous travaillons en vertu du Code de droit de la personne et nous clarifions des choses et nous disons que la charte fait partie de la Constitution, ce qui fait de la charte la loi principale et les autres lois doivent respecter la charte. Et et nous pouvons entraîner les gouvernements en cours parce que nous allons en cours pour déterminer si une action ou un règlement est allé à l'encontre de la charte. Alors, c'est très contextuel et cela vous aide à comprendre comment nous avons l'équilibre entre les droits et les libertés et l'empiètement de ces droits et les libertés et aussi comment la démocratie est censée maintenir cet équilibre. Nous voulons être très clairs aussi et c'est quelque chose qui est très importante. La charte n'est pas quelque chose qui s'applique seulement aux citoyens canadiens. Il y a quelques exceptions, bien sûr. Il y a des droits de la mobilité, il y a des droits de vote aussi qui sont réservés aux citoyens. La charte s'applique à tout le monde. Et c'est parce que les règles de
du Canada s'appliquent à tout le monde au Canada. Ainsi, les protections contre ces règles s'appliquent à tout le monde. Nous avons réussi à plusieurs égards et les choses qui sont les plus importantes et les choses qui peuvent vous interpeller sont des choses sur les libertés fondamentales qui, en vertu de la charte, c'est votre liberté d'expression, votre liberté de l'assemblement pacifique, liberté de pratiquer votre religion, liberté d'association. Ici, nous voyons ces libertés qui sont très liées et nous essayons de prendre la parole et travailler pour le changement. L'idée que nous pouvons travailler de concert, nous pouvons euh, former des associations, des communautés, nous pouvons décider de travailler sur les buts communs. Et c'est quelque chose de fondamental dans nos activités. Nous avons eu quelques défis en fonction des audiences. Comme vous savez, les contextes comptent beaucoup. Nous devons transmettre l'information complexe aux personnes qui n'ont peut-être pas autant d'expérience et nous devons travailler en anglais et en français et nous gérons cela, nos activités euh, avec plusieurs stratégies éducatives qui permettent aux gens d'avoir une diversité d'expériences d'apprentissage. Nous ajoutons l'information virtuelle, nous prenons en compte les contextes, nous guidons les pratiques. Maintenant, concernant des choses concrètes, nous faisons beaucoup de travail avec le projet de loi 21 que plusieurs personnes connaissent sûrement. C'est un projet de loi au Québec qui limite la capacité d'employés, de fonctionnaires, la capacité qu'ont le fonctionnaire à porter les vêtements religieux. Il y a des enseignants qui n'ont pas pu continuer à enseigner parce que ces enseignants portaient des vêtements religieux. Il y a plusieurs fonctionnaires au Québec qui ont dû faire le choix entre leur emploi et leur accoutrement. Nous avons aussi, alors une chose qui intéresse beaucoup de personnes dans ces sessions a été la liberté de pratique religieuse et de l'expression religieuse. Et autre chose a été les interactions avec les agents policières. Et les gens sont très intéressés par rapport à ces interactions des agents policiers avec leurs enfants. Nous parlons des meilleures pratiques lorsqu'il y a des interactions avec les polices et nous donnons des informations sur les droits. Nous essayons de tout localiser pour que tout ce que nous abordons puisse s'adapter au contexte où nous nous trouvons. Ici, nous listons ce que les policiers sont censés faire s'ils veulent discuter avec toi. Nous parlons de vos droits lorsque vous êtes interpellé. Nous présentons des scénarios et nous parlons de nos droits. Par exemple, s'il y a une situation de détention, et ce sont des choses qui ne sont pas très bien comprises. Et il y a des droits que vous avez lorsque vous êtes formellement détenu et par la police. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez simplement partie, il y a une différence entre la détention et une discussion, la différence lorsque vous êtes dans une voiture et lorsque vous êtes en vélo, il y a la loi sur les mouvements sur l'autoroute. Il y a aussi la discussion sur les populations qui ont la plus grande probabilité d'avoir des interactions avec les policiers. Monsieur Cole va prendre la parole plus tard aujourd'hui. Il a fait du bon travail euh, dans la documentation de déséquilibre dans le profilage racial et dans les discussions avec les agents policiers. Et il a beaucoup d'enseignements très importants. Je vais le remercier pour le travail qu'il a fait. C'est le travail que nous ne pouvons pas ignorer. Alors, vous voyez la partialité raciale qui existe, la façon dont les personnes noires et les personnes de couleur sont interpellées. Il y a des questions très intéressantes qui sont soulevées et l'on aborde aussi les questions et les frustrations parce que c'est nos droits dans ce contexte et
les bonnes actions sont parfois en conflit. Je veux parler de ces questions, mais je voudrais m'assurer de laisser assez de temps pour mes collègues. Nous abordons très souvent la question de ressources concrètes, alors que je donne la parole à mon collègue et à mes collègues. Je dois dire qu'une chose qui a été importante, c'est la la reconnaissance que il y a une différence entre l'audience, les adultes et l'audience plus jeune. Lorsque les adultes se présentent, c'est parce que ces adultes ont des préoccupations spécifiques. Nous avons eu des rétroactions positives sur des personnes qui ont bien compris leurs droits. Mais très souvent, nous avons les actions, lorsque nous parlons des droits en vertu des lois, lorsque nous parlons de l'emploi, la loi de l'immigration, la loi concernant l'hébergement. Et de plus en plus, nous avons peaufiné nos actions par rapport aux communautés. Et nous avons travaillé avec le Centre canadien pour les victimes de la torture. Nous avons essayé de présenter les services pour ces personnes et nous essayons de diriger les gens vers des services qui sont appropriés. Très souvent, lorsque nous discutons, les gens prennent les téléphones portables et prennent des photos et les gens se rendent compte qu'il y a des cliniques spécialisées, il y a des cliniques pour les Chinois, il y a des cliniques pour les gens de du Sud. Et j'y vais en Ontario parfois et nous avons décidé d'agir avec Clio. Plusieurs personnes ici ont travaillé avec des agents de Clio et selon moi, ils font le meilleur travail lorsqu'il s'agit des questions que nous venons d'aborder. C'est le bon moment pour moi de donner la parole à Helen Anderson de Clio. Et cela étant dit, je vous donne la parole, Helen. Très bien, merci beaucoup, Nat, et merci, Tania, de nous avoir invités ici aujourd'hui. Je vais commencer à partager mon écran. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Merci. Mode de présentation. Très bien. Alors, je m'appelle Helen Anderson, je suis la directrice de Clio Connect. À Clio, je suis avec mon collègue Eka Refeu, qui est avocat et fait la formation et développement du contenu juridique. Je me joins à vous de Toronto, qui est le territoire du traité 13 entre la Première Nation crédit et la couronne anglaise. Nous allons parler du rôle de l'information juridique publique et l'engagement civique. Nous allons aussi parler de l'accès à la justice. Concernant l'accès à la justice, Julian Mattis et David Wiseman ont rédigé un document intitulé Community Justice Help. Ils ont exploré l'idée de l'accès à la justice. Ils ont déterminé que l'accès aux justices significatif veut dire que lorsque la personne a un problème juridique, que la personne puisse être en mesure d'aborder le problème de façon juste, en ayant des processus justes. Et il faudrait que cela soit de sorte à ce que la personne puisse agir en vertu de la loi et au besoin que la personne puisse avoir des résultats justes. L'accès à la justice pourrait être quelque chose d'individuel. Par exemple, lorsque la personne a un problème judiciaire, il faudrait que la personne puisse avoir l'accès à la justice. Nous parlons aussi de questions systémiques, l'accès à la justice pour la communauté en général ou pour un grand groupe. J'aimerais vous demander de prendre un instant pour penser aux choses qui pourraient empêcher l'accès
à la justice, des choses qui pourraient éviter, empêcher les gens d'avoir des procédures justes. Alors, prenez un instant et écrivez dans la boîte clavardage quelles sont des choses qui empêchent les gens d'avoir l'accès à la justice. Alors, qu'est-ce qui peut rendre les choses difficiles pour des gens? La langue. Alors, les gens qui ne savent pas qu'ils ont les droits, les difficultés financières, les difficultés techniques, le statut en tant qu'immigrant. Ce sont des très bonnes réponses. Merci beaucoup. Ça, c'est tous des obstacles à l'accès à la justice où nous avons remarqué, par exemple, justement, l'information juridique complexe, les procédures judiciaires complexes, les apprenants francophones et anglophones n'ont pas la maîtrise de la langue, alors donc tous les renseignements juridiques sont trop complexes à comprendre. Alors, des fois, il y a un manque d'accès à l'information, alors c'est seulement disponible en ligne. Et les gens ont un accès limité à l'Internet ou, par exemple, ils ont, ils ont pas l'alphabétisation numérique nécessaire et aussi les coûts associés à l'embauche d'un avocat, l'équilibre de pouvoir entre les individus, que ce soit entre un employé, un employeur, un locataire, un propriétaire, toute inégalité, les biais systémiques. Alors, il faut examiner les biais au sein des systèmes et des procédures et aussi justement le manque de services. S'il y a des services à faible coût, alors peut-être ne peuvent pas accéder aux services disponibles. Alors, lorsqu'on se demande pourquoi c'est important d'accéder aux informations juridiques sans frais, c'est pour les raisons suivantes. C'est très important que les gens comprennent les systèmes, les processus pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et pour qu'ils puissent exercer leurs droits. Alors, c'est très important de pouvoir comprendre ces droits pour pouvoir exercer le droit. Ça fait partie justement de la participation civique. Ça peut comprendre les actions politiques. Alors, si quelqu'un ne peut pas accéder à leurs droits ou lorsque les gens n'ont pas accès ou sont simplement déniés leurs droits. J'aimerais vous parler un petit peu plus sur notre organisation. Alors, l'éducation juridique communautaire Ontario, connue comme CLEO. Alors, c'est une organisation au BNL, puis on fait partie du système judiciaire plus large. Alors, on est une clinique spécialisée. On offre des renseignements juridiques sans frais dans un langage clair pour le public. C'est un- Ça fait depuis 1994 qu'on existe, puis il y a différents domaines auxquels on exerce. On spécialise dans la formation juridique du public pour que ça soit facile à comprendre. Alors, on veut habiliter les gens en Ontario pour qu'ils puissent exercer leurs droits juridiques. Alors, on se penche ou on se sent sur les gens qui sont à faible revenu ou qu'on fait face à des obstacles, ou on soutient les travailleurs de première ligne qui travaillent avec cette clientèle. Alors, les quatre domaines comprennent les composantes suivantes, les étapes à la justice, et on en parlera davantage pendant cette présentation. Et sur ce site web, vous pouvez avoir accès à plus de 700 questions qui sont fréquemment posées. Il y a différentes publications qui sont disponibles sur différents domaines du droit. Nous avons aussi des cheminements guidés. Alors, c'est différents outils que les gens peuvent utiliser pour compléter les documents. Et par la suite, nous avons Clio Connect. Alors, c'est pouvoir soutenir les travailleurs et travailleuses communautaires ou d'autres personnels qui soutiennent les individus qui font face à des enjeux juridiques. Alors, tel que mentionné, voici une capture de notre site web les étapes à la justice. Et par la suite, nous avons, c'est toutes les publications. Et vous pouvez commander les publications gratuitement c'est sans frais. Alors, vous avez une capture d'écran sur ce diapo et vous pouvez voir aussi sur l'onglet supérieur que vous pouvez cliquer ici sur Order Publications, commander publication. Alors, vous en avez justement la dette, les droits des consommateurs, pardon, le droit de la famille, le droit sur l'immigration,
le système judiciaire, des ressources en langage clair, différentes euh, marchandises disponibles. Alors, c'est disponible dans plusieurs langues, autres que le français et l'anglais. Alors, voici une capture d'écran de Guided Pathways, de notre outil de cheminement guidé. Nous avons aussi l'onglet qui toute la formation. Alors, c'est tout pour les travailleurs, travailleuses communautaires. Alors, ce sont des domaines du droit ainsi des compétences nécessaires pour aider leur clientèle. Et nous offrons aussi des ateliers pour les OBNL. Alors, ça, c'est des ateliers pour les membres du personnel. C'est à pouvoir leur aider à accroître leurs compétences d'aide juridique et aussi de pouvoir gérer et de se situer dans le site web du ministère de la Justice. Alors, on n'est pas là pour offrir des ateliers pour les clients ou des ateliers sur le droit en soi. Nous offrons aussi des cours, des événements sans frais. Ah non, nous avons tout le cours de droit d'habitation. Ça comprend aussi sur des compétences juridiques. C'est un cours à 2 volets. Il y a aussi un cours de droit sur l'habitation en ligne qui sera offert sous peu. Et il va y avoir aussi des événements en présentiel à Windsor pour soutenir justement les demandeurs d'asile. Alors, vous pouvez vous inscrire à ce lien suivant pour apprendre sur tous différents événements que nous allons offrir. Lorsqu'on parle de soutenir les travailleurs, travailleuses de communauté, on nous demande les questions suivantes. Alors, quel type de soutien les gens peuvent offrir? Et je pense que tout le monde peut se sentir à l'aise à référer à le site web Steps of Justice. Alors, il y a des renseignements juridiques fiables ou un service juridique. Mais pour offrir un conseil juridique, c'est très important de comprendre vraiment votre limite en matière de compétences ou de formation juridique. Alors, par exemple, on va poser la question, est-ce que vous avez reçu une formation sur ce domaine du droit? Est-ce que c'est un domaine de spécialisation pour vous ou est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez moins? On pose la question suivante, est-ce que vos connaissances sont à jour parce qu'il y a des modifications qui auraient pu être apportées à la loi qui rendra votre formation, vos connaissances des souhaits. Alors, c'est très important d'être toujours à jour. Et est-ce que vous offrez un soutien de manière régulière? Alors, si vous êtes en train d'aider les gens pour qu'ils comprennent tout le processus d'éviction, mais peut-être ça fait partie de vos compétences. Mais si c'est quelque chose de plus nouveau pour vous, c'est toujours bien de pouvoir de renvoyer cette personne à Civil Justice ou à un service juridique. On a aussi des renseignements de renvoi et des astuces. Alors, si vous aimeriez avoir plus de renseignements sur différents sujets, tels que les éléments suivants, vous pouvez trouver tous ces documents disponibles. Alors, par exemple, de décerner des problèmes juridiques, d'offrir des renseignements juridiques, des pistes ou des ressources qui sont fiables, des sources pour d'informations juridiques en ligne, les services juridiques en Ontario et autres. Et par la suite, nous avons la collection de vos droits. Ça comprend différentes ressources des OBNL à l'échelle ontarienne. Et c'est une belle manière de pouvoir voir qu'est-ce que les autres organisations sont en train de faire dans le domaine juridique pour qu'ils puissent aider les gens à comprendre leurs droits parce que s'ils veulent s'impliquer dans un domaine, nous avons différentes OBNL ontariennes qui sont énumérées dans cette collection. Il y a aussi des ressources sans frais qui sont disponibles et qui peuvent être téléchargées. Dans notre bulletin mensuel, nous offrons des renseignements sur qu'est-ce qui se passe dans le domaine de droit en Ontario, et aussi des ressources d'autres organisations communautaires et ainsi que d'autres campagnes. Alors, si les gens souhaitent s'impliquer davantage ou plaider pour les droits d'autrui, notre bulletin, c'est une bonne manière de s'informer sur qu'est-ce qui se passe dans ce domaine et surtout en Ontario. Et les différentes organisations auxquelles on était impliqués, non, comprend
S4 Collective. Alors, alors c'est la collective des étudiants de solidarité. Alors, c'est les étudiants ontariens qui ont un statut précaire. Alors, ils visent à pouvoir é- éclairer les gens vis-à-vis leurs droits. Alors, il y a le droit à l'habitation, les droits pour les trans. Alors, comme vous pouvez voir, c'est toutes les organisations avec qui nous avons travaillé et ils offrent des occasions aux gens apprendre quels sont leurs droits et de pouvoir défendre leurs droits. Alors, sur ce, je vais céder la parole à mon collègue qui va vous partager plus d'informations vis-à-vis Steps for Justice. Merci beaucoup, Aline. Tel que ça est mentionné plus tôt, je m'appelle Ekra Rafik. Je suis une des membres du personnel à Clio. Alors, une de mes tâches, c'est la rédaction de le contenu qui apparaît sur Steps to Justice. Alors, on offre des renseignements étape par étape sur des enjeux juridiques répandus. Alors, on a plus de 700 tels que mentionnés. Alors, c'est des questions qui ont été posées ou des enjeux qui ont été soulevés. Ça touche aux différents domaines du droit, que ce soit l'habitation, le pénal, l'immigration, l'aide aux revenus et autres. Alors, est rédigé de manière facile. C'était avec des élèves de la huitième année. Alors, on travaille avec un groupe d'éditeurs pour s'assurer que c'est dans un langage clair. Et les questions visent vraiment de pouvoir munir le lectorat avec des compétences de base sur des questions juridiques et différentes étapes qu'ils peuvent prendre, et différents services à leur disposition. Comme vous pouvez voir sur la diapo, les questions vous amener à différentes listes de contrôle, des guides, des manuels, des ressources. Et de cette manière, les individus vont pouvoir se tourner là pour obtenir plus de renseignements. Et sur le site web, il y a aussi une boîte de clavardage ou d'un chatbot. Alors, en effet, c'est pas vraiment un chatbot, c'est vraiment une personne réelle. Et s'ils ont des difficultés d'identifier les renseignements qu'ils souhaitent trouver, ils peuvent activer une discussion et envoyer leurs questions. Alors déjà, les gens vont demander conseils juridiques, mais malheureusement, on ne peut pas fournir ces conseils juridiques. Alors, la personne va essayer de répondre à votre question. Comme on avait vu plus tôt dans la présentation, voici la page d'accueil. Et il y a différentes manières que les gens peuvent retrouver des renseignements sur le site web. Alors, en haut, ils peuvent cliquer sur les sujets juridiques, c'était l'onglet. Et vous allez voir un menu apparaître avec une liste de tous les domaines de droit que nous couvrons. Ils peuvent aussi trouver des renseignements, utiliser notre fonctionnalité de requête. Je préfère utiliser cette fonction de sujet juridique parce que malheureusement, la fonction requête n'est pas aussi solide que Google. Alors, si vous faites une tape d'erreur, une frappe d'erreur erronée, vous n'allez pas retrouver qu'est-ce que vous souhaitez. Alors, j'aimerais juste mentionner que ce site web est disponible en français. Alors, vous allez cliquer juste ici en droite et vous allez avoir accès à la version française. Tous les mêmes renseignements, ça c'est simplement été traduit en français ou c'est disponible en français. Nous offrons uniquement le français et l'anglais. Alors, on sait qu'il y a un besoin, mais c'est pas quelque chose qu'on peut offrir sur notre site Justice pas à pas. Alors, si on peut passer à la prochaine étape. Alors, voici un exemple de notre sujet juridique. Alors, vous pouvez voir ici à gauche une liste de tous les sous-sujets qui touchent sur le droit d'immigration. Alors, si quelqu'un aimerait avoir des renseignements vis-à-vis un programme d'immigration temporaire, vous pouvez cliquer
tour-là. Si on peut avoir des informations pour parrainer un membre de leur famille, ils peuvent cliquer là aussi. Et s'ils visent aussi de pouvoir déposer une demande de résidence permanente en vertu d'une demande humanitaire, ils peuvent le faire ou ils peuvent trouver ces renseignements-là. Alors, si que- quelqu'un qui a été détenu en vertu d'un manquement à la loi sur l'immigration, ils peuvent trouver des renseignements ici aussi. Alors, c'est assez compréhensif. Alors, nos questions sont écrites de telle manière que c'est facile à suivre. Alors, pour chaque question, nous avons à peu près 45 pas ou étapes que les joueurs doivent compléter pour arriver à la réponse à leur enjeu juridique. Comme vous pouvez voir ici, à droite, nous avons un outil qui s'appelle Trouver des services. Alors, si quelqu'un a passé à travers tout le contenu, puis maintenant, ici, maintenant, j'ai une compréhension de base. Comment pouvoir parrainer un membre de ma famille, mais j'ai besoin d'un coup de main pour pouvoir déposer ma demande de parrainage. Ils vont pouvoir cliquer sur cet onglet. Cela va vous offrir toute une liste de tous les services qu'ils peuvent contacter. Il est important de noter qu'on ne fait pas de publicité, alors on ne fait pas, on n'a pas un registre d'avocats que les gens peuvent contacter. Tous les services que nous publions, c'est tous des services qui sont plus de sans frais. Alors, on sait que notre clientèle vont pas pouvoir vont pas pouvoir accéder à des services payés. Et on espère aussi que ça soit pas biaisé. Et ici, vous avez aussi le lien sur tous les parcours guidés. Alors, il y a différents outils que Clio a développés pour aider les gens à compléter les formulaires seuls. Ça exige un certain niveau de sophistication. Alors, un utilisateur, doit doivent être capable de maîtriser l'informatique. Ils doivent parler le français ou l'anglais couramment, puis ça prend le temps à compléter aussi les formulaires. C'est pas quelque chose que les gens peuvent faire un jour ou dans d'autres, ça peut prendre du temps. Alors, on encourage les gens à compléter ces formulaires avec l'aide d'un ami, un membre de la communauté, quelqu'un avec qui ils ont la confiance de le faire. Alors, c'est une manière que les gens puissent compléter les formulaires au lieu de se tourner vers un professionnel juridique pour le faire. Et plus bas, un petit peu plus en bas, on voit une liste de différents outils et ressources externes. C'est des ressources et des outils qui ont été créés par un organisme communautaire ou par le gouvernement qui pourraient être pertinents au lectorat. Alors, ça, c'est l'apparence du site web sur un ordinateur. Ouais. Ça n'a pas la même allure sur un cellulaire, mais tous les renseignements sont disponibles malgré l'appareil que vous utilisez pour y accéder. Helen, si je peux me tourner vers vous pour voir si j'ai oublié quelque chose qui peut-être est pertinent à mentionner. Non, je remarque justement quelques éléments dans la boîte à clavardage. Il y avait justement ajouté Google Translate. Un des- Nous avons abordé cela, mais un des enjeux est le suivant. Comme on doit s'assurer que c'est précis et on ne peut pas faire cela avec Google Translate. Alors, on ne peut pas assurer la précision juridique de Google Translate. Alors, cela représente un obstacle. Mm. Nous avons un avocat qui examine tout le contenu pour assurer que c'est précis. Alors, nous traduisons certains renseignements dans d'autres langues dans nos publications, mais malheureusement, avoir ce type de widget n'est pas possible. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur mes propos. Je pense que c'est super. Et l'autre question suivante, est-ce que justement le clavardage en direct est disponible 24/7? Non. Je pense que c'est de 11 heures du matin jusqu'à 2 ou 14 à 15 heures de l'après-midi. Lorsque le clavardage est en direct, n'est pas activé, lorsque quelqu'un envoie cette question, c'est envoyé par courriel et par la suite, la personne va répondre lors de nos heures d'affaires. On essaie de toujours offrir une réponse, que ce soit une question qui est envoyée pendant nos heures d'affaires ou à l'extérieur de nos heures d'affaires.
Et si on met à jour toujours nos questions différentes enjeux, je sais qu'il y a beaucoup de modifications, notamment dans le domaine du droit en immigration, surtout en matière de les travailleurs, travailleuses, étrangers temporaires. Alors, on est toujours à l'affût des modifications. De cette manière, on apporte les modifications nécessaires à notre contenu. Et nous ajoutons des questions. Puis on adore recueillir des commentaires, de la rétroaction de la part de l'auditoire parce qu'on veut s'assurer que le contenu que nous publions est pertinent et répond aux besoins de notre clientèle, surtout les gens qui peut-être font face à des difficultés à accéder à des services juridiques, que ce soit pour les coûts, les frais, la langue, l'intimidation du système judiciaire. Alors, nous avons des renseignements sur le site web de Justice Pas à Pas, alors Steps to Justice. Et de cette manière, vous pouvez nous fournir vos commentaires. Si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît, je pense que ça aurait été utile de vous offrir des renseignements vis-à-vis le renvoi d'individus au service juridique. Alors, la réalité est la suivante. Alors, en effet, justement, et c'était mentionné par Aline, alors peut-être puisse avoir, il peut être muni des services juridiques. Peut-être maintenant, ils savent qu'ils ont des droits, mais peut-être ça pourrait aider, assurer que leurs droits sont respectés et de prendre la prochaine pas que ce soit le dépôt d'une requête auprès d'un tribunal ou un palais de justice ou autre. Alors, voici qu'est-ce que nous avons entendu de la part des travailleurs et travailleuses communautaires lorsque nous renvoyons quelqu'un à un service juridique? Il est important de garder à l'esprit leur région. Alors, si quelqu'un demeure dans une région éloignée ou rurale, vous pouvez éviter de les renvoyer à une ressource qui est plus éloignée. Il faut se rappeler que les services juridiques est seulement disponible aux résidents. Alors, Clio, par exemple, on, s- on a une clientèle ontarienne, mais par exemple, les organisations qui vont seulement desservir la région de Toronto ou la région de Guelph ou autres. Un autre élément qu'on propose est le suivant, c'est tous les critères d'admissibilité. Un grand nombre des services juridiques sans frais vont seulement aider les gens à faible revenu. Ça, ça peut être par, défini différemment par les organisations. Alors, il y a un seuil qui est établi par le gouvernement fédéral en matière à faible revenu. Alors, il y a d'autres critères qui peuvent être respectés. En Ontario, par exemple, il y a des cliniques fondées sur l'unicité. Par exemple, ils vont seulement desservir certaines populations. Par exemple, la clinique juridique sud-asiatique, la clinique des juridiques noirs. Alors, il y a des cliniques qui offrent des services juridiques à une clientèle cible. Je pense qu'à titre d'exemple, il y a la clinique juridique pour les personnes atteintes de VIH, la cli- pour les personnes âgées. Alors, il y a des cliniques juridiques qui ont un démographique cible. Alors, un autre élément à garder à l'esprit est le suivant. Quel domaine sont-ils responsables pour? Alors, les profanes, s'ils me donnent un coup de fil à un cabinet, ils vont pouvoir m'aider. Mais non, c'est pas le cas. Il y a des spécialisations. Donc, avec les cliniques juridiques, pas tous vont offrir des conseils en matière de droit pénal ou en droit de la famille. Alors, c'est des éléments à garder à l'esprit lorsque vous êtes en train de contacter les centres juridiques. Ici, il y a des plafonds en place. Alors, pour certains services, ils offrent des services téléphoniques d'aide. Alors, par exemple, il y a un plafond vis-à-vis le nombre d'appels que vous pouvez placer à cause de la capacité. Alors, des ressources ne peuvent pas être dédiées à 10 personnes parce que ça accapare trop du temps.
Et le coût, c'est toujours quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Et pour terminer, l'accessibilité. La langue, c'est super important. C'est quelque chose qui a été mentionné à maintes reprises. Ça pourrait empêcher quelqu'un d'accéder à la justice. Alors, il est très important de garder à l'esprit la- si il y a quelqu'un qui parle la langue de ma cliente, de mon client. Est-ce qu'il y a des interprètes disponibles? Est-ce qu'ils peuvent avoir un ami qui peut agir à titre d'interprète? Et c'est important d'aussi considérer si la personne vit avec un handicap et peut-être ils ont besoin d'un appareil assisté. Est-ce qu'il va y avoir un ascenseur ou une rampe disponible pour que la personne vivant avec un handicap puisse accéder à l'immeuble? Il y a toute la question du trauma. Les nouveaux arrivants au Canada qui vivent des services d'immigration, peut-être, ils ont beaucoup de traumatismes à cause de la poursuite auxquels ils étaient assujettis dans leur pays d'origine et maintenant sont en train de s'établir dans un nouveau pays. Alors, il est important de garder à l'esprit la question suivante. Est-ce que la personne ou le centre auquel je les ai référés vont pouvoir leur offrir un service qui est fondé sur le traumatisme? Alors, différentes étapes qu'on aime offrir dans les présentations aux travailleurs et travailleuses communautaires. Alors, on va passer maintenant à la prochaine diapo. Très rapidement, je ne veux pas passer trop de temps sur ce sujet ou sur les organisations. Je pense que ce serait utile de vous nommer une des organisations les plus importantes en Ontario qui offre des services gratuits ou à très faible coût. Nous avons Aide juridique Ontario. Aide juridique Ontario est financée par le gouvernement de l'Ontario. C'est une agence qui offre des services gratuits ou à faible coût aux membres du public. Il y a leur programme de certificat. De cette manière, quelqu'un peut contacter Aide juridique Ontario ou peuvent déposer leur demande en ligne et obtenir un certificat. Et de cette manière, ils peuvent aller à un avocat privé et ce certificat indique que le cabinet peut facturer l'aide juridique Ontario. Ça semble bien cette idée, mais on offre seulement ou ils offrent seulement des certificats pour certains questions juridiques, par exemple pénales, immigration, droit de la famille et la protection de la petite enfance et autres. Et la personne doit être à faible revenu pour pouvoir être admissible à des services offerts par les aides juridiques de l'Ontario. Les autres services sont financés, c'est le programme clinique. Alors, vous pouvez voir ici. Il finance plusieurs cliniques à l'échelle provinciale pour offrir des services sans frais. Je crois que l'Ontario a des, une des meilleurs réseaux de- d'aide juridique qui est bien financé et qui est solide au Canada, mais je pense qu'on les a plusieurs. C'est un chiffre assez élevé, n'est-ce pas? Alors, j'ai pas le chiffre, mais je pense que récent, je pense que nous avons un des réseaux les plus robustes au pays. Alors, les cliniques financées sur des cliniques juridiques communautaires. Alors, Catch, alors il y a chaque région a sa propre clinique ou plusieurs cliniques. Ça va dépendre de la taille de la population. Alors, ils ont accès à ces cliniques juridiques. Et ces cliniques sont disponibles à toute personne qui est résident de la région et qui est à faible revenu. Cependant, les cliniques n'offrent pas des services dans tous les domaines du droit. Généralement, ils offrent des services dans l'assistance au revenu, l'habitation. Il y en a qui offrent de l'aide ou des conseils en immigration, d'emploi et un grand nombre de cliniques dans les régions rurales du Nord.
Ils vont faire justement des éléments sur les, les pouvoirs d'avocats et autres. Alors, vous pouvez voir différentes cliniques. Alors, il y en a qui sont spécialisées. Vous avez celle-ci ici. Alors, ils sont capables d'aider justement les locataires à faible revenu. Alors, ils sont capables d'offrir avec un conseil juridique le jour de l'audience. Ils n'offrent pas de renseignements, mais il y a d'autres cliniques spécialisées sont celles qui ont clinique ou une clientèle spécialisée, alors les services juridiques pour les Autochtones et autres. Il y en a qui ne sont pas ethno-spécifiques, mais ça vous donne une idée. Mais vous avez justement pour le centre de plaidoirie pour les personnes âgées, pour les locataires et je m'en passe. Et un autre type de clinique une- que nous finançons, c'est les organisations de services juridiques pour les étudiants. Et un grand nombre des facultés de droit ont une clinique juridique sur leur campus. Et ça, c'est mené par des étudiants en droit supervisés par un avocat chevronné. Alors, c'est une manière que les gens puissent accéder à des services juridiques sans frais. Ces cliniques fournissent de l'aide seulement dans certains domaines de la loi. Donc, ils ont tendance à fermer quand il y a des examens pour les étudiants. Donc, c'est une option également à garder en tête. Il y a une organisation qui n'est pas financée par Aide juridique Ontario, mais fournit des services juridiques gratuits. C'est Pro Bono Ontario. Donc, c'est une ligne téléphonique. Donc, vous pouvez appeler, vous avez des conseils juridiques, vous avez par exemple protection du consommateur, la loi corporative, les lois sur l'emploi, si vous allez dans une cour civile pour un sujet, si vous avez aussi un sujet d'habitation. Vous avez aussi le pouvoir d'avocat. Vous avez une limite, évidemment, aux services qu'ils peuvent donner. Une personne ne peut pas continuer à appeler encore et encore pour avoir des conseils juridiques sur le même sujet. Donc, ils ont une limite, je crois que c'est 2 appels, mais je peux me tromper. Il y a également le service de référence de la Société de loi. C'est un corps réglementaire que tout avocat ou personne qui fournissent des conseils juridiques doivent faire partie de ce service. Donc, il y a une consultation téléphonique de 30 minutes qui est disponible. Tout le monde peut aller sur la page et vous connecter avec un avocat dans n'importe quel domaine juridique et vous avez une consultation de 30 minutes. Consultation téléphonique. C'est une limite, évidemment. Vous pouvez, je crois, seulement un appel de permis sur un sujet juridique ou peut-être 2. Il y a également le Centre d'information juridique de l'Ontario. Donc, c'est un peu similaire à Cléo. Donc, c'est seulement de l'information légale. Ce n'est pas de conseil juridique. Et encore une fois, vous avez une consultation téléphonique de 30 minutes ou une consultation virtuelle et vous avez de l'information juridique gratuite à ce moment-là. Et donc, ça peut être donc en virtuel ou par téléphone. Finalement, nous avons JusticeNet. C'est un direct, euh, dans le fond, c'est un direct, pardon, un peu un élément de référence pour des références légales si vous voulez avoir des services légaux à faible coût, mais par exemple, ils n'ont pas nécessairement suffisamment de revenus pour payer un avocat privé. Donc, vous pouvez aller sur JusticeNet et vous allez pouvoir trouver un avocat ici qui fournit les services sur le problème juridique avec lequel vous avez besoin avec un taux ou un rabais, un taux inférieur ou un rabais. Je pensais que c'était peut-être important de parler des réalités d'avoir accès à la justice. Et Helen a déjà parlé de ça également.
on connaît ce que la loi dit exactement, mais il y a la réalité en bout de ligne. Et malheureusement, la réalité, quand vous donnez aux clients de l'information légale ou vous les référez à un service juridique pour de la représentation ou pour un conseil, ils ne vont peut-être pas avoir la résolution qu'ils veulent ou souhaitent pour leurs problèmes. On le voit très clairement en termes des sujets du domaine de l'habitation, par exemple. Vous avez peut-être un client qui va vous dire que leurs propriétaires ne font pas les réparations ou ne maintiennent pas leur logement. Par exemple, il y a peut-être des puces de lit, donc le chauffage ne fonctionne pas et vous savez qu'ils ont de des droits juridiques et vous leur donnez l'information juridique, justement. Donc, vous leur donnez des sites web, des références à ce moment-là qui peuvent leur fournir l'information qu'ils recherchent et vous les référez justement à leur clinique juridique locale ou un site web de justice. Et donc, le client va à la clinique et leur avocat leur dit, par exemple, que l'avocat peut envoyer une lettre de demande, que le propriétaire règle le problème. Sinon, le client va faire une application justement sur le conseil, donc sur le CA des locataires. Mais le locataire a souvent peur d'envoyer cette lettre au propriétaire parce que si il l'envoie, à ce moment-là, le propriétaire va essayer à ce moment-là de les évincer de l'appartement ou à ce moment-là, ce soit difficile de vivre dans leur appartement ou que ce soit donc, s'il s'applique, ça peut prendre des mois aussi s'ils, ils ont une audience avec la cour des, locataires. Donc, si le propriétaire ne règle pas leurs problèmes de leur logement pendant ils attendent leur audience et ils ne peuvent pas avoir les moyens de déménager ailleurs parce que le coût de la vie continue à augmenter. Les prix augmentent de plus en plus, donc ils ne peuvent pas payer plus de loyer en plus de payer plus pour l'épicerie, le gaz et toutes les autres dépenses. Donc, dans ces cas-ci, le client connaissent déjà leurs options légales. Ils ont eu les conseils juridiques gratuits, mais parce qu'ils ont peur de perdre leur logement ou des facteurs qui sont plus gros que eux, les logements qui augmentent et les prix du coût de la vie. Donc, à ce moment-là, c'est des facteurs qui sont plus gros que eux et c'est plus ça leur coûte moins cher de régler le problème par eux-mêmes à ce moment-là et ne pas impliquer leur propriétaire, même si c'est la responsabilité du propriétaire, selon la loi, de régler le problème en bout de ligne. Et quand j'étais avocate dans ces situations et que je donnais les conseils juridiques à ces clients, j'étais honnête avec eux dès le départ et je reconnaissais que oui, vous avez ces droits en tant que locataire sous la loi et voici vos options. Vous pouvez aller contacter le propriétaire à travers une lettre de demande, mais la réalité, c'est que le propriétaire peut justement faire une rétaliation contre vous. Donc, dépendamment de votre rôle et vos obligations professionnelles, vous allez peut-être pouvoir aider les clients à trouver des solutions qui n'impliquent pas d'engager le système légal comme tel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas se connaître leurs droits et qu'ils devraient justement avoir accès à des services à bas coût qui sont disponibles pour eux. Mais en bout de ligne, la solution appropriée pour eux n'est peut-être pas appropriée parce que la réalité, il y a des facteurs beaucoup plus grands qui, euh, qui ne veulent pas à ce moment-là aller chercher la justice à travers le système judiciaire. L'autre problème, beaucoup des services que j'ai mentionnés au préalable ont des limites. Ils n'ont pas nécessairement les ressources pour prendre tous les cas. Donc, comme le conseil donc, des juristes de l'Ontario ne peuvent seulement s'occuper de quelques cas. Ils peuvent aider les clients sont éligibles selon leurs revenus. Donc, avec bono, ils vont juste laisser les gens d'appeler quelques fois seulement pour le même problème. Ils ne vont pas continuer à ce moment-là à prendre les appels de cette personne. Donc, quand je travaillais avec des clients auparavant, j'étais franche avec eux à propos de ça, qu'il y a des limites. Et on revient toujours à ce que Helen a dit au préalable avec quand vous cherchez un engagement ou si vous cherchez de la justice ou une résolution,
à un niveau plus systémique. Et ce que je ferais peut-être pour quelques clients, dépendamment de leurs problèmes, c'est que je les référais peut-être à des organisations de base et je ferais une référence ici. Je leur dirais, voici ces organisations qui ne sont peut-être pas capables de vous aider avec le problème pour lequel vous venez me voir en tant que tel, mais il pourrait y avoir une façon pour vous de d'exercer votre pouvoir et votre agence et de faire entendre votre voix pour changer les choses de façon systémique. Parce que la bonne chose de ces organisations et ces organismes, ce sont des communautés de personnes avec différents contextes et qu'ils ont du pouvoir justement pour changer des systèmes qui ne leur bénéficient pas, mais qui bénéficient plus les personnes dans des hauts niveaux de revenus et des hautes corporations. Et ces organisations peuvent s'engager à créer des stratégies, des approches créatives qui ne s'engagent pas avec le système judiciaire parce qu'il a des limites. Ça coûte cher, comme Hélène a mentionné, ça prend du temps et les solutions que vous obtenez peuvent être très limitées. Vous allez peut-être dépenser beaucoup plus que ce que ça va vous rapporter. Et vous êtes juste en payant pour un avocat et vous n'allez peut-être pas avoir une récompense juridique qui vale la peine. Donc, ça vaut peut-être même plus la peine de ne pas remplir un dossier. Donc, ces groupes, c'est peut-être une façon à ce moment-là d'attaquer le système systémique qui ont créé ces problèmes de base. Et un exemple de ceci que nous voyons à travers la province, surtout avec la crise du logement, c'est toutes les organisations de locataires qui s'organisent et qui se mettent en place. Vous avez des groupes de locataires qui vivent dans les mêmes édifices ou différents édifices qui se rassemblent pour se combattre en fait des propriétaires et ils le font à l'extérieur du système juridique et ils le font souvent même sans aide de professionnels juristes. Donc, c'est juste des locataires qui se mettent ensemble pour justement euh, faire face aux demandes et aux applications que les propriétaires leur mettent devant eux. Donc, j'espère que c'était utile. Et je vais maintenant passer la parole à Hélène si elle veut ajouter quelque chose sur quelque chose que j'ai dit ou si elle veut partager euh, une autre vue. Donc, c'est à Nat, pardon. Merci, c'était une information fabuleuse et le clavardage a apprécié énormément ce que vous avez partagé. Et je pense que où vous avez laissé la parole, c'est qu'il y a des limites au système judiciaire. Et c'était un thème un peu constant que tout le monde a relevé. Et dans mon contexte, j'ai des limitations par rapport à, je suis supposée de mettre l'emphase sur les chartes et qu'on doit justement intéresser les gens sur des choses très euh, précises. Et vous avez parlé aussi des coûts. Et moi, je suis certain que c'est toujours le cas. Je pense que jusqu'à il y a quelques années, si vous étiez quelqu'un à l'Ontario qui travaillait à temps plein au, euh, au salaire minimum, vous étiez trop riche en fait pour pouvoir qualifier à l'aide juridique. Et donc, c'est juste pour vous donner un peu la perspective. Vous avez parlé des différences entre de savoir que vous avez un droit et comment avoir accès à votre droit ou savoir si vous voulez si vous faites accès à vos droits, si vous allez avoir le succès que vous désiriez ou pas. Donc, ou même si des fois que vous ne pouvez même pas avoir accès à votre droit parce que ça ne va pas fonctionner en bout de ligne. Donc, quand vous parlez justement dans des organisations de base comme support. Justement, vous étiez en train d'articuler ce que j'essayais de dire au départ. C'était vraiment la différence entre avoir du support, entre faisant juste résolvant votre problème ou en résolvant le problème de façon générale pour tout le monde dès la base. Donc, je pense que je trouvais ça fabuleux. Et il y a quelques questions qui ont été soulevés dans le clavardage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a demandé, je pense que l'Ontarien ici, que vos services sont couverts, c'était, je crois, l'habitation et les cas de réfugiés. Est-ce que c'est ça, les logements, l'habitation est de plus en plus urgent parce que c'est de moins en moins accessible? Ou est-ce que vous avez plus d'intérêt, vous croyez?
Si vous me permettez de sauter sur le sujet, un autre domaine, c'est l'assistance au salaire, l'assistance aux revenus. Donc, les gens cherchent de l'information, les supports donc au handicap, donc ou les gens qui ont reçu, par exemple, des lettres qui disent qu'ils doivent de l'argent, par exemple, pour des paiements. euh, je ne sais pas s'il y a d'autres domaines que vous pensez qui est pertinent. On a beaucoup de demandes pour le logement, accès au logement, immigration. L'immigration, il y a eu une augmentation depuis les derniers mois pour des gens qui posent des questions justement sur des applications. Et ça, c'est, je crois, lié à tous les changements dans les programmes d'immigration, surtout les programmes qui sont liés aux travailleurs temporaires. Désolée, allez-y. Non, j'étais pour dire que l'autre point, quand les gens font l'expérience de frustration juste d'avoir accès au système juridique, ça aussi, ça fait partie de ce qu'on essaie de faire, en fait, de diminuer ces frustrations. Nos deux organisations doivent vraiment marcher sur une ligne fine, justement, entre la défense et le support, et on est lié par des fondations juridiques qui ne font pas du travail de plaidoyer. Et ça, c'est vraiment une autre limitation au travail qu'on fait. Mais une des choses qu'on espère faire, c'est de mettre en lumière l'inefficacité du système et du système judiciaire pour justement aider. Et on espère que ça va être peut-être une étincelle pour faire ces petits rencontres justement de base qui font partie de s'engager dans la communauté en tant que citoyen actif. Et c'est pour ça que c'est très important que les gens entendent ce qui est disponible de la part de Cléo, parce qu'à travers ce corps académique autour des capacités juridiques et tout ça, et les gens qui travaillent sur le terrain, sur les premières lignes, sont un peu les intermédiaires de confiance qui devraient avoir accès à l'information juridique à jour. Donc, vous êtes instrumentaux pour aider à faire avancer les choses dans la bonne direction. Merci infiniment tout le monde. Je voudrais inviter des participants à ajouter des questions dans le clavardage au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. Je ne veux pas interrompre qui que ce soit et je ne vais pas rajouter, je ne sais pas si vous avez quelque chose que ce soit à ajouter sur ce que Nat vient de dire, mais je voulais vous poser une question. Vous avez parlé de ceci et c'est très pertinent aux objectifs et à la compréhension de la citoyenneté active dans notre projet. Et c'est une honnête idée, justement, de donner du pouvoir aux citoyens, justement, pour qu'ils s'engagent dans ces projets, parce que je crois qu'on a des activités particulières pour différentes personnes, populations basées sur les âges, les langages. Je me demandais si vous voulez parler des démographies, des données démographiques justement spécifiques, peut-être que vous avez reçues des organisations avec lesquelles vous travaillez ou avec lesquelles vous avez collaboré. Moi, je peux parler de ma propre expérience. Une des choses que vous avez entendues de la part de Hélène, ils ne peuvent pas travailler de façon directe avec les clients, donc ils forment les travailleurs de première ligne. Et à cause du modèle avec lequel je travaille, je peux parler justement directement avec les clients. Et notre communauté de pratique, c'est qu'on essaie de ne pas dupliquer. Donc, si Cléo a les meilleures ressources, j'utilise des ressources de Cléo et je les amène avec moi. Donc, je les amène partout avec moi en Ontario. Et je peux rendre un peu de liberté avec ça, mais j'espère que je suis soutenue à travers ce processus. Quand on travaille avec les nouveaux arrivants, c'est vraiment des publics adultes en général. Je suis
très intéressés justement des apprenants, donc des microcosmes qui fonctionnent dans les écoles avec les ESL parce qu'ils forment des cohortes pour se soutenir les autres en tant que jeunes, donc dans leur carrière scolaire. Mais la plupart du temps, ce sont des adultes qui proviennent de sections des patrons donc d'immigration forcée dont on a parlé au début de la rencontre. Ça dépend évidemment d'où nous sommes, dans quelle communauté. Par exemple, quelquefois, c'est une organisation qui dessert une culturelle, pardon, une population culturelle, donc ethnocentrique spécifique, mais donc ça dépend évidemment des communautés. Mais c'était super de travailler avec les librairies, les bibliothèques, pardon, publiques. En termes de partenariat, beaucoup de bibliothèques publiques travaillent déjà. Et je pense qu'il y a des gens, justement, dans l'établissement qui connaissent déjà ce réseau de bibliothèques. Donc, au niveau de classe pour connaître la langue, quelles sont les ressources qui sont dans votre euh, environnement très près de vous, parce que c'est super bien structuré et la bibliothèque, donc, est toujours ressentie un peu comme un endroit amical pour les gens où les gens peuvent aller. C'est communautaire, ils peuvent laisser leurs enfants là pendant quelques heures parce qu'ils peuvent à ce moment-là aller faire les courses. Ils ont l'opportunité à ce moment-là de faire du réseautage et de rencontrer d'autres personnes. Et quand les bibliothèques offrent des programmes, ça se sent moins, c'est moins intimidant pour les gens que quelque chose à faire par le gouvernement ou quelque chose qui est dans des centres gouvernementaux. Donc, c'est plus, donc, on se sent plus accueilli, c'est plus accueillant. Et les groupes d'établissements qui travaillent ensemble, par exemple, pour développer des langages, des langues formelles, donc ont des programmes excellents, justement. Mon expérience avec les classes, c'est que ça peut être, c'est comme d'autres salles de classe. Il y en a qui sont mieux ou d'autres moins bien. Donc, si les gens peuvent s'asseoir les uns avec les autres pendant un petit moment, si vous voulez apprendre l'anglais et vous vous rencontrez avec les mêmes 30 personnes 2, 3 fois par semaine, c'est une bonne façon d'avoir un environnement de classe. Donc, pour à ce moment-là parler de droit. Ça, c'est mon expérience, en fait, par rapport aux démographies dans le système scolaire. Donc, ça peut être justement de la maternelle jusqu'à l'école de loi, de l'école juridique, pardon. Dans le clavardage, donc ils disent Nat, merci pour l'amour pour les bibliothèques publiques. Et j'ai remarqué que Hélène a mis dans le clavardage des organisations qui fournissent des informations juridiques pour les jeunes en Ontario, en incluant donc la justice pour les enfants et les jeunes. J'ai vu dans votre dernière diapositive des ressources. Est-ce que vous pourriez mettre ces sites web dans le clavardage également? Oui, absolument, définitivement. Juste pour faire écho à ce que Nat disait, j'ai mis des ressources pour les jeunes dans le clavardage parce que, évidemment, on fait face plus aux adultes de- et j'ai mis les ressources pour les jeunes dans le clavardage pour justement combiner ça. Mais c'est surtout les adultes qui viennent nous voir, mais c'est qui passent à travers plein d'aspects juridiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué des patrons de votre côté ou des tendances, mais nous, on ne voit pas vraiment de tendance particulière ou de groupe ethnique particulier. On a vraiment un grand mélange de personnes et c'est plutôt adressé aux adultes également. J'ai noté ici que vous avez regardé Justice pour les enfants ici. Je vois que JFCY, donc en fait du Y, donc si vous pouvez aller voir Christian Polak, il fait c'est justement euh, du travail avec les jeunes non documentés. C'est très intéressant, donc c'est super bien si vous pouvez euh, à ce moment-là le contacter.
Nous avons une question également dans le clavardage qui est en français de Robinson qui dit qu'ils sont un agent de- donc c'est agent d'établissement pour l'Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario qui est basée à Thunder Bay. 90% des bénéficiaires sont des nouveaux arrivants avec beaucoup de problèmes liés à leur statut d'immigration. Donc, plusieurs fois, leurs bénéficiaires sont référés vers leurs services, mais n'ont pas de solution adéquate. Est-ce que vous pouvez les référer ou les orienter vers des avocats en immigration pouvant résoudre ce type de problème? Je pense que c'est pour un public spécifique francophone ou une clientèle francophone. Donc, je vois, vous avez écrit www.steptojustice.ca, donc /FR. Donc, oui, donc c'est le site en français. Donc, j'espère que vous me pardonnez de prendre la parole ici. Nous avons des services en français. Donc, le clavardage en direct est disponible en français et c'est de midi à 1 heure le lundi au vendredi. Et c'est aussi une personne qui va répondre. Ce n'est pas un robot qui va répondre. Ils vont vous répondre par courriel. Nous avons également un coordonnateur de formation en bilingue. Nous n'allons pas fournir les services nous-mêmes, mais vous pouvez nous contacter, mais on peut vous connecter à ce moment-là à des fournisseurs de services francophones ou même des services communautaires pertinents si nécessaire. J'ai mis un lien pour AGFO, donc c'est l'Association des juristes de l'expression française de l'Ontario. Donc, je pense qu'ils font du travail qui est un peu similaire avec ce que Clio fait, mais en français. Merci infiniment. J'ai un dernier commentaire de Ahmed et ensuite, je vais nous envoyer à la pause dîner. Mais maintenant, oui, on peut mettre l'emphase sur les jeunes parce qu'ils sont le futur, surtout dans des zones à haut risque de crime, qui sont plus près des groupes de crime organisé, qui les recrutent pour joindre des gangs, d'avoir des services illégaux justement pour les enfants, pour faire de la prévention. Pour qu'ils ne joignent pas des gangs, si ils connaissent leurs droits. Est-ce que vous pouvez parler justement des groupes de crimes organisés rapidement et comment les droits à ce moment-là, ça leur donne l'autonomisation et le pouvoir justement à ces jeunes de se protéger, d'être recrutés ou d'être criminalisés et de savoir quoi faire une fois qu'ils qu'ils font partie de bandes organisées. Donc, je pense que cette question, est-ce que vous me posez la question à moi pour clarifier? Donc, oui, allez-y. Donc, ça fait 8 ans maintenant que je suis ici. Je travaillais en tant que aidant pour les enfants et j'ai vu des enfants qui ont eu une super éducation. Et de l'autre côté, je vois des enfants joindre des gangs de membres de crimes organisés qui deviennent des dealers de peu importe la substance criminelle. Je vois des enfants qui ont été tués parce qu'ils font partie de ces groupes criminels et je vois des enfants qui ont un potentiel de haut risque de joindre ces groupes criminalisés. Et le problème dont je parle est spécifiquement dans le domaine dans lequel je travaille, ça s'appelle Menomora Court à Toronto. C'est très connu. Il y a c'est contrôlé par deux gangs connus. Et je crois que la police, c'est la station 23, si je ne me trompe pas. Ils sont très près de cette zone, mais à chaque semaine, il, il y a des incidents criminels liés à ces groupes. Donc, je crois que il y a un centre communautaire qui s'appelle Panorama, où il y a beaucoup d'activités qui se mettent en place là.
Et les gangs dont je parle sont très actifs et considérés comme gangs de crime organisé. Et à travers mon expérience, nous avons mis en place des programmes pour aider, par exemple, des programmes après, donc extracurriculaires. On parle de musique, sport, mais je ne crois, donc, ça fait 5 ans que je travaille en tant que, je n'ai jamais eu de couverture légale et c'est nécessaire. Et quelques-uns de ces enfants, ils pensent qu'ils ont moins de droits et de pouvoir, surtout et s'ils proviennent de familles plus compliquées où ils ont des parents donc immigrés. Et je pense qu'ils croient que le seul pouvoir qu'ils peuvent obtenir, c'est de se joindre à ces groupes de crimes organisés pour être respectés et reconnus. Et je pense qu'il y a une éducation pour les droits juridiques devrait prendre un peu, justement, un recul pour s'adresser à des plus jeunes dans différentes zones. Et je crois il y a une autre ONG et la police de Toronto essaie de faire quelques programmes pour les jeunes et c'est engageant, mais c'est pas disponible pour tout le monde, c'est assez limité. Parfois, c'est amusant parce que les groupes de crime organisé recrutent plus rapidement ces jeunes et ils recrutent plus rapidement les jeunes vers le mauvais côté. Ils ont plus d'outils et plus d'argent à investir et pour le recrutement de ces jeunes. C'est bien cela, mon expérience. Et la question est la suivante. Concernez-vous- Connaissez-vous des services qui pourraient s'attaquer à ce problème et qui pourraient combler cette lacune? Merci. Alors, vous avez mentionné des choses intéressantes. Vous avez dit qu'il y a des enfants qui se joignaient à ce groupe parce que c'était une, une opportunité pour eux d'avoir accès au pouvoir et surtout dans des situations où des jeunes étaient dans des situations difficiles. Vous avez aussi parlé de la frustration liée au sous-financement et avec les gangs qui ont plus de finances. Je ne suis pas un expert lorsqu'il s'agit des questions concernant la prévention d'activités des gangs. Il y a des experts et ces experts sont des personnes qui devraient s'attaquer à ces problèmes. Alors, merci. Ekra voudrait qu'on s'arrête. Merci. Ce que je dirais, c'est les communautés plus saines vont produire des jeunes plus sains. Et ces communautés vont permettre, et c'est important de permettre aux personnes de s'impliquer dans les activités politiques. Je sais que où je travaillais auparavant, le réseau de, qui, qui gère les questions juridiques en Ontario a des activités et organise des réunions avec des agents policiers où des expériences sont partagées. Et c'est dommage que la loi soit réactive et le système pénal est une réaction à un problème social. Et selon plusieurs personnes, ce n'est pas la meilleure façon d'aborder ce problème. Il faudrait que l'on puisse avoir des actions préventives, par exemple des programmes d'éducation qui sont plus abordables et plus utiles. Merci, Nat. Avez-vous un commentaire final? Je voudrais juste respecter le temps pour que nous puissions terminer cette activité. Alors, j'aimerais vous remercier d'être ici et je vous remercie pour votre participation. Veuillez nous contacter si vous avez des questions sur Cluo.